Dans les profondeurs brumeuses du temps, bien avant que les navires européens ne fendent les eaux de l'Atlantique, les forêts denses et mystérieuses de l'Amérique du Sud abritaient des secrets que même les siècles n'ont pas entièrement révélés. Parmi ces énigmes persistantes, une légende brille d'un éclat particulier, semblable à l'or qui lui a donné naissance. El Dorado, la cité d'or perdue, mirage scintillant qui a attiré les hommes vers les profondeurs vertes de la jungle, comme les étoiles guident les navigateurs sur l'océan infini. Ce n'était pas simplement une ville, mais un rêve, une obsession, une promesse de richesse au-delà de l'imagination humaine. Enfoui quelque part dans les contreforts andins où les nuages embrassent les montagnes dans une étreinte perpétuelle de brume et de mystère. Le soleil couchant teinte les nuages de rose et d'or au-dessus de la cordillère des Andes, illuminant un paysage qui n'a guère changé depuis des millénaires. Les ombres s'allongent sur les vallées profondes, transformant les rivières sinueuses en rubans d'argent liquide qui serpentent à travers la végétation luxuriante. C'est dans ces contrées sauvages, où la nature règne encore en maître absolu, que les murmures d'une civilisation disparue continuent de résonner à travers les âges. Les arbres anciens, témoins silencieux de l'histoire, se balancent doucement dans la brise du soir, leur feuillage bruissant comme pour raconter des histoires oubliées de grandeur et de chute, de richesse et d'avidité, de quête et de destinée, brisées sur l'autel de l'ambition humaine. L'histoire d'Eldorado commence dans la brume de l'aube, lorsque les premiers rayons du soleil filtrent à travers la canopée dense de la forêt amazonienne. Les gouttes de rosée accrochées aux feuilles captent la lumière et la transforment en 1000 éclats dorés, comme si la jungle elle-même était saupoudrée de poudre d'or. C'est peut-être cette vision éphémère qui a inspiré les premiers récits, ou peut-être était-ce quelque chose de plus tangible, des pépites brillantes dans le lit des rivières, des ornements précieux portés par les peuples autochtones, des temples dont les toits reflétaient la lumière du soleil comme des miroirs d'or poli. Quelle que soit la source première, la légende a pris forme, s'est nourrie de l'imagination des hommes, a grandi et s'est transformée jusqu'à devenir plus grande que la réalité elle-même. Dans les contrées lointaines de l'Europe du XVIe siècle, à l'époque où les cartes comportaient encore de vastes espaces blancs marqués de la mention « Terra Incognita », les récits de merveilles du Nouveau Monde se répandaient comme un feu de brousse. Les tavernes enfumées des ports de Séville, de Lisbonne et de Bristol bourdonnaient de rumeurs rapportées par des marins aux yeux brillants d'excitation et d'envie. Ils parlaient à voix basse mais fébriles de rivières où l'or était si abondant qu'on pouvait le ramasser à pleine main, de cités aux murs incrustés de pierres précieuses, de rois qui se couvraient de poudre d'or chaque matin et se baignaient dans des lacs sacrés comme des divinités terrestres. Ces histoires, déformées par les désirs et amplifiées par la distance, atteignirent les oreilles avides des nobles et des aventuriers, des marchands et des soldats de fortune, allumant dans leur cœur une flamme qui ne s'éteindrait pas avant d'avoir consumé des vies entières dans la poursuite d'un mirage doré. Le ciel nocturne s'étend comme un dais de velours noir au-dessus de la forêt tropicale, parsemé d'étoiles qui semblent plus proches et plus brillantes qu'ailleurs sur Terre. Dans cette obscurité primordiale, les sons de la jungle forment une symphonie complexe et incessante. Le bourdonnement des insectes, le cri lointain d'un oiseau de nuit, le froissement des feuilles sous les pas d'un animal invisible. C'est un monde à la fois terriblement ancien et éternellement nouveau, où chaque aube apporte une renaissance et chaque crépuscule un retour aux mystères primordiaux. Les nuages passent devant la lune, projetant des ombres mouvantes qui dansent sur le sol de la forêt comme des fantômes d'un autre temps. Dans ce décor intemporel, l'histoire d'Eldorado prend ses racines, s'entrelaçant avec les lianes et les arbres centenaires dans une tapisserie complexe de faits et de fictions, de vérités et de légendes. Le terme Eldorado lui-même a une origine fascinante, qui révèle comment la réalité peut se transformer en mythe sous l'effet du temps et de la distance. À l'origine, il ne désignait pas un lieu, mais une personne, El Hombre Dorado, l'homme doré. Les premiers conquistadors espagnols qui pénétrèrent les territoires de l'actuelle Colombie
entendirent parler d'une cérémonie extraordinaire pratiquée par le peuple Muisca, qui vivait sur les hauts plateaux andins. Selon ces récits, lors de l'intronisation d'un nouveau chef, le candidat était enduit de résine, puis recouvert de poudre d'or des pieds à la tête, transformé littéralement en homme d'or vivant. Il montait ensuite sur un radeau chargé d'offrandes précieuses et se rendait jusqu'au centre du lac sacré de Guatavita. Là, sous les premiers rayons du soleil levant, il plongeait dans les eaux fraîches, laissant l'or se disperser dans les profondeurs, comme une offrande aux dieux aquatiques, tandis que la foule rassemblée sur les rives lançait également des émeraudes et d'autres trésors dans le lac. Cette cérémonie, réelle ou amplifiée par l'imagination, captura l'esprit des Européens d'une manière que ses participants n'auraient jamais pu prévoir. Dans l'alchimie de la cupidité et de l'émerveillement, l'homme doré devint bientôt la cité dorée, puis un royaume entier où l'or était aussi commun que la pierre en Europe. La transformation linguistique reflétait une transformation conceptuelle plus profonde, d'un rituel spirituel complexe lié à la cosmologie indigène à une simple promesse de richesse matérielle infinie. Ce glissement sémantique illustre parfaitement comment la rencontre entre deux mondes peut créer des malentendus aux conséquences profondes et durables. L'aube se lève sur le lac Guatavita, ses eaux d'un bleu profond reflétant le ciel qui s'éclaircit progressivement. Niché dans un ancien cratère volcanique, le lac forme un cercle presque parfait, comme un œil liquide regardant vers le ciel. Les brumes matinales s'attardent à sa surface, créant un voile éthéré qui semble séparer le monde terrestre du domaine des esprits. Les parois escarpées qui l'entourent sont couvertes d'une végétation dense qui descend presque jusqu'à l'eau, créant un amphithéâtre naturel d'une beauté saisissante. Dans ce cadre d'une perfection presque surnaturelle, il n'est pas difficile d'imaginer pourquoi les Muisca considéraient ce lieu comme sacré, comme un portail entre les mondes, digne d'accueillir leurs cérémonies les plus importantes et leurs offrandes les plus précieuses. Le soleil monte dans le ciel, dispersant les dernières brumes, et ses rayons pénètrent dans les eaux claires du lac, illuminant les sédiments du fond qui brillent par endroits d'un éclat métallique. Peut-être des parcelles de pyrite, ce Ordis fou qui a trompé tant de chercheurs de fortune, ou peut-être les vestiges des offrandes ancestrales qui reposent depuis des siècles dans les profondeurs silencieuses. Les oiseaux tournent en cercle au-dessus du lac, leurs cris résonnant contre les parois rocheuses, créant une acoustique particulière qui amplifie chaque son et le transforme en quelque chose de mystique et d'ancien. Le vent ride légèrement la surface de l'eau, créant des motifs changeants qui semblent encoder des messages pour ceux qui sauraient les lire. L'histoire des tentatives pour récupérer les trésors du lac Guatavita est presque aussi fascinante que la légende elle-même. Dès le XVIe siècle, les Espagnols, convaincus que des richesses incalculables gisaient au fond du lac, tentèrent de drainer ses eaux. En 1545, Hernán Pérez de Quesada organisa la première tentative d'envergure. Des centaines d'indigènes furent contraints de former une chaîne humaine pour évacuer l'eau du lac à l'aide de calebasses et de récipients rudimentaires. Après des mois d'efforts épuisants, le niveau baissa suffisamment pour révéler une étroite bande de rivage boueux où quelques objets en or furent effectivement découverts, suffisamment pour confirmer l'existence des offrandes, mais bien loin des montagnes de trésors espérés. Les pluies reprirent avant que l'opération ne puisse être achevée, et le lac retrouva son niveau initial, gardant jalousement ses secrets. Plus d'un siècle plus tard, en 1679, un marchand de Bogota nommé Antonio de Sepúlveda obtint l'autorisation de la couronne espagnole pour une nouvelle tentative. Il conçut un système plus élaboré, creusant une entaille profonde dans l'une des parois du cratère pour créer un canal de drainage. Après d'immenses travaux qui durèrent plusieurs années, le niveau du lac baissa considérablement, révélant davantage d'objets précieux, des figurines en or, des émeraudes, des objets cérémoniels. Mais la structure du canal s'effondra avant que le lac ne puisse être entièrement vidé, causant la mort de nombreux travailleurs et mettant fin prématurément à l'entreprise. Sepúlveda mourut ruiné, ayant dépensé toute sa fortune dans cette quête obsessionnelle. Ces tentatives répétées et infructueuses
illustre parfaitement le pouvoir magnétique exercé par la promesse d'Eldorado sur l'esprit humain. Même face à des obstacles insurmontables, même après des échecs cuisants, l'attrait de l'or était si puissant qu'il poussait les hommes à défier la nature elle-même, à rêver de vider un lac entier pour en extraire les trésors. C'est un témoignage éloquent de la force des mythes et de leur capacité à influencer les actions humaines bien au-delà de toute considération rationnelle. Le soleil de midi frappe maintenant verticalement la surface du lac Guatavita, transformant ses eaux en un miroir aveuglant qui reflète la lumière avec une intensité presque douloureuse. Les ombres se sont réduites à de simples taches sombres sous les arbres et les rochers, et la chaleur fait vibrer l'air au-dessus des pentes environnantes. Dans cette clarté impitoyable, les rêves et les fantasmes semblent se dissiper comme la brume matinale, laissant place à la réalité tangible et parfois décevante. C'est l'heure où les chercheurs de trésors d'antan devaient faire face à l'ampleur véritable de leur tâche, à la résistance obstinée de la nature à leurs plans grandioses, à l'écart béant entre leurs espoirs et les possibilités concrètes. Pourtant, même dans cette lumière crue, quelque chose de magique persiste autour du lac, une qualité indéfinissable qui transcende l'analyse rationnelle et touche à quelque chose de plus profond dans l'âme humaine. Ce n'est pas seulement la beauté naturelle du lieu, bien qu'elle soit incontestable, ni uniquement son importance historique et culturelle, bien qu'elle soit considérable. C'est plutôt une sensation de se tenir au seuil de quelque chose de plus grand que soi. Un lieu où les frontières entre le monde matériel et spirituel semblent s'amincir, où le passé et le présent coexistent dans une étrange harmonie. Cette qualité éthérée est peut-être la véritable essence d'Eldorado. Non pas un trésor tangible à piller, mais une expérience transcendante qui enrichit l'âme plutôt que les coffres. Loin du lac Guatavita, dans les profondeurs de la jungle amazonienne, d'autres récits d'Eldorado prenaient forme, se nourrissant des fragments de vérité recueillis auprès des peuples indigènes et des observations des premiers explorateurs européens. La découverte de civilisations avancées comme les Incas au Pérou, avec leurs temples aux décorations d'or éblouissantes et leur maîtrise impressionnante de la métallurgie, ne fit que renforcer la conviction qu'une cité encore plus riche devait exister quelque part dans les vastes étendues inexplorées du continent sud-américain. Chaque nouvel artefact précieux découvert, chaque récit indigène mal traduit ou délibérément mal interprété, chaque ruine mystérieuse aperçue à travers la végétation dense devenait une pièce supplémentaire dans le puzzle imaginaire d'Eldorado. Les rumeurs parlaient de villes entières aux toits d'or massifs, si brillants qu'ils aveuglaient ceux qui les regardaient sous le soleil tropical. On murmurait l'existence de temples, où l'or n'était pas simplement utilisé comme décoration, mais comme matériau de construction ordinaire, où les murs, les sols et les colonnes étaient refaits du métal précieux que les Européens convoitaient, si désespérément. Certains récits évoquaient des palais aux jardins merveilleux où poussaient des plantes artificielles en or et en argent, avec des oiseaux mécaniques qui chantaient grâce à d'ingénieux mécanismes cachés. D'autres mentionnaient des fontaines, qui déversaient non pas de l'eau, mais du miel ou des liqueurs précieuses, des routes pavées de pierres semi-précieuses, des marchés où l'on échangeait les émeraudes et les saphirs comme de simples babioles. Ces descriptions extravagantes trouvaient un écho dans les récits de voyageurs plus anciens comme Marco Polo, qui avaient rapporté des merveilles similaires de ses voyages en Asie, et dans les traditions médiévales européennes qui situaient des royaumes fabuleux comme celui du prêtre Jean dans des terres lointaines et mal connues. Eldorado s'inscrivait ainsi dans une longue tradition de cités mythiques qui exercent une fascination universelle sur l'esprit humain. Atlantis englouti sous les flots, Shangri-La niché dans les montagnes himalayennes, la biblique Ophir, d'où le roi Salomon tirait son or. Ces mythes persistants témoignent d'un désir profondément enraciné dans la psyché humaine, celui de croire en l'existence d'un lieu parfait, d'un paradis terrestre où abondent non seulement les richesses matérielles, mais aussi la sagesse, la beauté et l'harmonie. La nuit tombe à nouveau sur la forêt amazonienne, apportant avec elle une fraîcheur bienvenue après la chaleur écrasante de la journée. Les étoiles apparaissent une à une dans le ciel assombri,
formant des constellations que les peuples indigènes ont nommées et intégrées dans leur mythologie bien avant l'arrivée des Européens. Le croissant de lune projette une lueur argentée sur la canopée, transformant la jungle en un paysage fantomatique où les ombres semblent avoir une vie propre. Les sons nocturnes s'intensifient, le concert des grenouilles et des insectes, le ululement occasionnel d'un oiseau de nuit, le froissement des feuilles sous les pas des créatures qui s'aventurent hors de leurs abris à la faveur de l'obscurité. Dans ce théâtre d'ombres et de murmures, les histoires anciennes prennent une nouvelle dimension, une réalité presque palpable qui transcende la simple narration. On peut presque entendre les voix des Muiscas chantant lors de leurs cérémonies sacrées, voir les silhouettes des conquistadors avançant péniblement à travers la végétation hostile, sentir l'anticipation fébrile qui les animait à l'idée d'être peut-être à quelques pas seulement de la fortune inimaginable qu'ils recherchaient si désespérément. La jungle garde ses secrets, mais dans le silence de la nuit, elle semble parfois sur le point de les révéler à ceux qui sauraient écouter. Parmi les nombreux conquistadors qui se lancèrent à la recherche d'Eldorado, peu incarnent mieux l'amalgame complexe d'ambition, de courage, de cruauté et de désillusion que Gonzalo Pizarro et Francisco de Orellana. En 1541, Pizarro, déjà riche grâce à sa participation à la conquête de l'Empire Inca aux côtés de son frère Francisco, organisa une expédition massive pour trouver la cité d'or qu'on disait exister quelque part à l'est des Andes. Parti de Quito avec plus de 200 soldats espagnols, 4000 porteurs indigènes, des milliers de porcs et de chiens de chasse, l'expédition représentait un investissement énorme et un pari audacieux sur la réalité du mythe d'Eldorado. La progression à travers les contreforts escarpés des Andes fut un cauchemar logistique. Les chemins étroits et boueux, les pentes abruptes, les torrents gonflés par les pluies rendaient chaque pas difficile et dangereux. Hommes et bêtes glissaient dans les ravins, succombaient à l'épuisement ou aux maladies tropicales contre lesquelles les Européens n'avaient aucune défense naturelle. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans la jungle, les provisions s'épuisaient, obligeant les explorateurs à se nourrir de racines inconnues, de fruits sauvages et finalement de leurs propres chiens et chevaux. Les porteurs indigènes, maltraités et sous-alimentés, mouraient par centaines ou s'enfuyaient dans la forêt à la première occasion. Après des mois de progression laborieuse, confrontés à la famine et aux maladies, Pizarro et ses hommes n'avaient trouvé aucun signe d'une civilisation avancée, et encore moins d'une cité d'or. Désespéré, mais toujours déterminé, Pizarro décida de diviser ses forces. Il envoya son lieutenant Francisco de Orellana avec un petit groupe d'hommes sur un brigantin improvisé pour descendre une rivière à la recherche de nourriture, avec l'instruction de revenir dans les 12 jours. Mais le courant était plus fort que prévu, et le retour en amont s'avéra impossible. Orellana et ses hommes furent emportés inexorablement vers l'est, devenant ainsi, par accident plutôt que par design, les premiers Européens à naviguer sur toute la longueur de l'Amazone jusqu'à son embouchure dans l'océan Atlantique. Ce voyage épique de près de 8 mois à travers le cœur sauvage du continent sud-américain fut rempli de dangers et de merveilles. Orellana rapporta plus tard des rencontres avec diverses tribus indigènes, certaines amicales, d'autres hostiles, et décrivit des régions où la jungle cédait la place à des terres cultivées et des villages bien organisés, suggérant l'existence de sociétés complexes dans des zones que les Européens considéraient comme primitives et sauvages. Il parla également d'une tribu de femmes guerrières féroces qui attaquèrent son groupe, un récit qui donna naissance au nom Amazone pour le grand fleuve, en référence aux légendaires guerrières de la mythologie grecque. Pendant ce temps, Pizarro attendait en vain le retour d'Orellana. Affaibli et démoralisé, il finit par abandonner sa quête et entama le difficile voyage de retour vers Quito, n'arrivant qu'avec une fraction de sa force originelle. Cette expédition désastreuse illustre parfaitement le coût humain exorbitant de la recherche d'Eldorado. Des milliers de vies furent sacrifiées sur l'autel d'un rêve qui semblait toujours se dérober, comme un mirage qui recule à mesure qu'on s'en approche. Pourtant, même ces échecs cuisants ne suffirent pas à éteindre la flamme de l'espoir et de la cupidité qui continuait de brûler dans le cœur des hommes.
L'aube se lève sur les plaines herbeuses du Venezuela, révélant un paysage radicalement différent de la jungle dense qui domine une grande partie de l'Amérique du Sud. Ici, dans les vastes étendues ouvertes connues sous le nom de llanos, l'horizon semble infini, interrompu seulement par des bouquets d'arbres occasionnels et les méandres paresseux des rivières qui brillent comme des fils d'argent sous la lumière. Croissante, la brume matinale s'attarde près du sol, créant l'illusion que la terre elle-même respire, exhalant des nuages de vapeur qui se dissipent lentement dans l'air qui se réchauffe. Les oiseaux s'élèvent en grand vol tourbillonnant, leurs silhouettes noires se détachant contre le ciel qui s'éclaircit, leurs cris stridents résonnant dans l'immensité. C'est dans ce décor grandiose et impitoyable que se déroula l'une des quêtes les plus tragiques et les plus emblématiques d'Eldorado, celle de Sir Walter Raleigh. Courtisan favori de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre, poète, historien et explorateur, Raleigh était l'incarnation parfaite de l'esprit de la Renaissance, combinant érudition et action, imagination et pragmatisme. Vers la fin du XVIe siècle, alors que sa position à la cour anglaise commençait à décliner, il tourna son attention vers le Nouveau Monde et les richesses qu'il promettait, voyant dans la découverte d'Eldorado un moyen de restaurer sa fortune et sa faveur auprès de la reine. En 1595, Raleigh conduisit sa première expédition en Guyane, alors territoire largement inexploré, situé entre les colonies espagnoles du Venezuela et les possessions portugaises au Brésil. Contrairement à de nombreux conquistadors qui l'avaient précédé, Raleigh aborda sa quête avec une approche plus méthodique et scientifique. Il passa du temps à apprendre les langues locales, à étudier les traditions indigènes et à cartographier soigneusement les régions qu'il explorait. Il remonta l'Orénoque sur plusieurs centaines de kilomètres, notant méticuleusement ses observations sur la flore, la faune, la géographie et les peuples qu'il rencontrait. Bien qu'il ne trouvât aucune trace tangible d'Eldorado, Raleigh revint en Angleterre convaincu de son existence. Il publia un récit de son voyage intitulé « The Discovery of the Large, Rich and Beautiful Empire of Guyana », où il décrivait avec éloquence les merveilles naturelles de la région et affirmait avoir recueilli des preuves solides de l'existence d'une grande cité d'or qu'il nommait Manoa, située près d'un lac appelé Parima. Son livre, mélange fascinant d'observations précises et de spéculations fantaisistes, contribua grandement à entretenir et à propager le mythe d'Eldorado en Europe. Plus de 20 ans plus tard, en 1617, un Raleigh vieillissant et désespéré de regagner la faveur du nouveau roi Jacques Ier obtint l'autorisation de mener une seconde expédition en Guyane. L'enjeu était considérable. Raleigh avait promis des richesses immenses, et le roi avait clairement indiqué que l'échec ne serait pas toléré. De plus, les relations avec l'Espagne s'étaient améliorées, et Jacques Ier avait expressément interdit toute attaque contre les intérêts espagnols dans la région. Raleigh partit donc avec le poids écrasant de ses attentes et contraintes, sachant que sa vie même dépendait du succès de sa mission. Cette seconde expédition fut marquée par la tragédie dès le début. Raleigh, trop âgé et malade pour diriger personnellement l'exploration à l'intérieur des terres, envoya son fils Watt et son lieutenant Lawrence Keymis avec un contingent d'hommes pour localiser la mine d'or qu'il prétendait avoir découverte lors de son premier voyage. Mais l'expédition tourna au désastre lorsque les Anglais attaquèrent un avant-poste espagnol, provoquant un conflit où Wat Raleigh trouva la mort. Keymis, incapable de localiser la prétendue mine et accablé par la mort du fils de son commandant, finit par se suicider. Raleigh retourna en Angleterre les mains vides pour y faire face à la colère royale. Accusé de trahison pour avoir violé les ordres du roi concernant l'Espagne, il fut condamné à mort et décapité en 1618. Sa fin tragique symbolise parfaitement le destin de nombreux chercheurs d'Eldorado. Une vie consumée par la poursuite d'un rêve impossible, se terminant dans la ruine et le désespoir. Pourtant, même dans l'échec, Raleigh contribua significativement à la connaissance géographique et ethnographique de l'Amérique du Sud, illustrant comment la quête d'Eldorado, malgré ses motivations souvent discutables, servit néanmoins à élargir l'horizon du savoir humain. Le soleil de midi
transforme les llanos en une fournaise implacable. L'herbe jaunie craque sous la chaleur, et l'air vibre au-dessus du sol brûlant, créant des mirages qui dansent à l'horizon. Dans cette lumière aveuglante, les distinctions s'estompent, les contours deviennent flous, et la réalité elle-même semble se dissoudre. C'est l'heure où les voyageurs épuisés commencent à douter de leur sens, où les lacs illusoires apparaissent et disparaissent dans le lointain, attirant les assoiffés vers une promesse d'eau qui n'existe que dans leur imagination désespérée. Cette qualité trompeuse du paysage sous la chaleur extrême offre une métaphore parfaite pour la nature insaisissable d'Eldorado. Toujours aperçu à l'horizon, jamais atteint, un mirage doré qui s'évanouit à l'approche. Les animaux cherchent l'ombre rare offerte par les quelques arbres disséminés dans la plaine, ou se retirent dans les zones marécageuses où l'eau persiste même pendant la saison sèche. Les caïmans s'immergent dans la boue tiède, ne laissant dépasser que leurs yeux et leurs narines, tandis que les capybaras se pressent en groupe à l'ombre des berges. Les oiseaux ont cessé leur activité frénétique du matin et restent perchés, immobiles, économisant leur énergie jusqu'à ce que la fraîcheur du soir revienne. Seuls les vautours continuent de planer en large cercle dans le ciel bleu implacable, leurs silhouettes noires projetant des ombres mouvantes sur le sol, comme pour rappeler la présence constante de la mort dans ce paysage d'une beauté austère et dangereuse. C'est dans ce contexte de beauté sauvage et d'épreuves extrêmes que le mythe d'Eldorado continua d'évoluer, se transformant au fil des siècles pour refléter les changements dans les mentalités et les connaissances. À mesure que les Européens exploraient et cartographiaient systématiquement l'Amérique du Sud, réduisant progressivement les zones blanches où pouvait se cacher une cité d'or, la nature même d'Eldorado changea dans l'imagination collective. D'une localisation géographique spécifique, d'abord le lac Guatavita, puis la cité de Manoa près du lac Parima, puis diverses autres situations proposées, Eldorado devint de plus en plus abstrait, un symbole plutôt qu'un lieu, une quête spirituelle plutôt qu'une destination physique. Cette transformation est particulièrement évidente dans la façon dont le lac Parima, élément central de la version de Raleigh du mythe d'Eldorado, fut traité dans la cartographie européenne. Pendant plus de 2 siècles après Raleigh, les cartes de l'Amérique du Sud continuèrent de montrer ce vaste lac intérieur, souvent représenté comme une mer intérieure comparable en taille au lac supérieur en Amérique du Nord. Sur ses rives était invariablement indiquée la ville de Manoa, parfois avec la notation Eldorado. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle, grâce aux explorations systématiques d'Alexander von Humboldt et d'autres scientifiques, que l'inexistence du lac Parima fut définitivement établie. Il s'avéra que les vastes étendues d'eau décrites par les indigènes et les premiers explorateurs n'étaient que les plaines inondées saisonnièrement du bassin de l'Orénoque et du Rio Branco. Impressionnantes pendant la saison des pluies, mais se réduisant à un réseau de rivières et de marécages pendant la saison sèche. La disparition du lac Parima des cartes symbolisa la fin d'une ère, celle où Eldorado pouvait encore être considéré comme un lieu réel attendant d'être découvert. Mais loin de mettre fin au mythe, cette démystification géographique ne fit que le transformer et l'enrichir. Eldorado devint une métaphore de la quête humaine elle-même, de cette tendance fondamentale à toujours chercher quelque chose au-delà de l'horizon connu, que ce soit des richesses matérielles, des connaissances nouvelles ou des expériences transcendentes. Dans cette perspective plus large, chaque explorateur, chaque scientifique, chaque artiste est à sa manière un chercheur d'Eldorado, poursuivant un idéal qui reste toujours en partie insaisissable. Le crépuscule s'installe sur les llanos, apportant un répit bienvenu après la chaleur écrasante de la journée. Le ciel s'embrase de couleurs spectaculaires, orange, rose, pourpre, qui se reflètent dans les flaques d'eau et les méandres des rivières, créant un paysage d'une beauté surnaturelle. Les oiseaux reprennent leur activité, profitant des dernières heures de lumière pour chercher de la nourriture. Leurs appels créant une cacophonie joyeuse qui contraste avec le silence relatif de midi. Les ombres s'allongent démesurément, transformant les moindres irrégularités du terrain en formes mystérieuses et suggestives. C'est l'heure magique
où la frontière entre la réalité et l'imagination semble s'estomper, où les histoires anciennes prennent vie et où l'on peut presque croire, l'espace d'un instant, qu'Eldorado existe vraiment, juste au-delà de la ligne, d'horizon embrasé. Tandis que les conquistadors et les explorateurs européens parcouraient les jungles et les montagnes d'Amérique du Sud, à la recherche d'Eldorado, ils croisaient, sans le savoir, les vestiges de civilisations anciennes dont la richesse et la sophistication auraient pu rivaliser avec leurs fantasmes les plus extravagants. La redécouverte moderne de ces cultures perdues offre une perspective fascinante sur le mythe d'Eldorado, suggérant que les légendes d'or et de splendeur n'étaient peut-être pas entièrement dénuées de fondement, même si elles furent déformées par l'incompréhension culturelle et l'avidité. Dans les hautes terres de la Colombie, le territoire des Muiscas, dont la cérémonie de l'homme doré forma le noyau initial du mythe d'Eldorado, révèle une civilisation remarquablement avancée. Organisés en une confédération de chefferies, les Muiscas avaient développé des systèmes complexes d'agriculture, d'artisanat et de commerce. Leur maîtrise de la métallurgie était particulièrement impressionnante. Ils travaillaient l'or et le cuivre avec une finesse extraordinaire, créant des objets rituels et décoratifs d'une beauté saisissante. Contrairement aux Européens, cependant, ils ne valorisaient pas l'or pour sa valeur économique, mais pour ses qualités spirituelles et symboliques. L'or, avec son éclat solaire inaltérable, représentait pour eux l'essence même de la divinité, un moyen de communication avec les forces cosmiques qui gouvernèrent leur univers. Les fouilles archéologiques ont mis au jour des milliers d'objets en or muisca, des figurines anthropomorphes et zoomorphes, des masques, des pectoraux, des ornements d'une complexité stupéfiante. Parmi les découvertes les plus emblématiques figure le Balsa Muisca, une petite sculpture en or représentant la cérémonie même qui donna naissance au mythe d'Eldorado. Un chef debout sur un radeau, entouré de figurines plus petites, prêt à faire son offrande au lac sacré. Cette pièce extraordinaire, aujourd'hui conservée au musée de l'or de Bogota, constitue un témoignage tangible du fondement réel qui sous-tend la légende. Plus au sud, dans les vallées andines du Pérou et de la Bolivie actuelle, l'Empire Inca représentait peut-être l'équivalent le plus proche du royaume fabuleux que les Européens imaginaient sous le nom d'Eldorado. S'étendant sur plus de 4000 km le long de la cordillère des Andes, avec une population estimée à plus de 10 millions d'habitants, l'Empire Inca était une merveille d'organisation politique et sociale. Leurs réalisations architecturales, comme la citadelle de Machu Picchu, perchée vertigineusement au-dessus des nuages, ou la capitale Cusco, avec ses murs de pierre parfaitement ajustés sans l'aide de mortier, témoignent d'une maîtrise technique et esthétique stupéfiante. L'or occupait une place centrale dans la cosmologie inca. Considéré comme la sueur du soleil, il était réservé à l'usage exclusif de l'empereur, l'Inca, qui était lui-même vénéré comme une divinité vivante, fils direct du dieu soleil. Les chroniques espagnoles décrivent avec émerveillement le Coricancha, le temple du soleil à Cusco, dont les murs étaient recouverts de plaques d'or massifs, et les jardins contenaient des répliques grandeur nature de plantes et d'animaux en or et en argent. Lorsque l'empereur Atahualpa fut capturé par Francisco Pizarro en 1533, il offrit comme rançon de remplir une pièce d'or, aussi haut que son bras levé, et 2 pièces d'argent. Bien que cette rançon fabuleuse, équivalente à plusieurs tonnes de métaux précieux, fût effectivement livrée, Pizarro exécuta néanmoins Atahualpa, inaugurant la destruction systématique de la civilisation inca. Plus ancienne encore que l'empire inca, la civilisation de Tiwanaku florissait sur les rives du lac Titicaca, à plus de 3800 mètres d'altitude dans les Andes boliviennes. Entre 500 et 1000 après Jésus-Christ, cette culture mystérieuse construisit une cité monumentale avec des temples, des palais et des observatoires astronomiques d'une précision remarquable. Les fouilles archéologiques ont révélé une maîtrise exceptionnelle de la métallurgie, avec des objets en or, en argent et en cuivre, témoignant d'une connaissance approfondie des alliages et des techniques de travail des métaux.
La disparition apparemment soudaine de cette civilisation avancée, probablement due à des changements climatiques drastiques, ajouta une autre couche au mystère qui entoure les cultures précolombiennes et alimenta les spéculations sur des cités perdues regorgeant de trésors. Dans la région amazonienne, longtemps considérée par les Européens comme une terre sauvage, habitée uniquement par des tribus primitives, des découvertes archéologiques récentes ont révélé l'existence de sociétés beaucoup plus complexes qu'on ne l'imaginait. Des réseaux élaborés de routes surélevées, des systèmes sophistiqués de gestion de l'eau, des champs agricoles artificiels et des sites cérémoniels monumentaux suggèrent la présence de populations importantes et organisées. Particulièrement remarquables sont les terres noires amazoniennes, ou terra preta, des sols artificiellement enrichis qui témoignent d'une compréhension avancée de l'agriculture durable dans un environnement pourtant hostile à l'agriculture. Intensive. Ces découvertes remettent fondamentalement en question la vision européenne traditionnelle de l'Amazonie comme une nature sauvage, largement inhabitée, et ouvrent la possibilité que certains des récits des premiers explorateurs comme Orellana, qui décrivaient des régions densément peuplées avec des villes et des terres cultivées, n'étaient peut-être pas aussi exagérées qu'on l'a longtemps supposé. Elles suggèrent également que l'arrivée des Européens, avec les maladies dévastatrices qu'ils apportèrent, pourrait avoir précipité l'effondrement de sociétés complexes dont nous commençons seulement à découvrir les traces. La nuit est tombée complètement sur l'Amérique du Sud, enveloppant dans son manteau d'obscurité les jungles et les montagnes, les plaines et les rivières, les ruines anciennes et les villes modernes. Mais cette obscurité n'est pas uniforme. Elle est traversée par la lumière argentée de la lune, parsemée d'étoiles, dont l'éclat varie selon leur distance cosmique, rythmée par les lucioles qui créent des constellations éphémères dans les sous-bois. C'est une métaphore appropriée pour notre compréhension des civilisations précolombiennes et du mythe d'Eldorado. Non pas une simple opposition binaire entre lumière et ténèbres, connaissance et ignorance, mais un paysage complexe où la vérité se révèle par fragments, par éclairs d'illumination au milieu de vastes zones d'ombre. Les sons de la nuit forment une symphonie complexe, le bourdonnement incessant des insectes, le cri occasionnel d'un oiseau nocturne, le bruissement du vent dans les feuilles, le clapotis de l'eau contre les berges des rivières. C'est une musique ancienne qui a accompagné les rêves et les cauchemars d'innombrables générations. Des chamans muiscas aux conquistadors espagnols, des esclaves africains aux botanistes européens, des paysans métis aux archéologues contemporains. Chacun a écouté cette musique à travers le filtre de sa propre culture, de ses propres espoirs et peurs, entendant peut-être dans ces harmonies complexes l'écho de ses propres quêtes et obsessions. Si le mythe d'Eldorado a exercé une fascination aussi durable sur l'imagination humaine, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose de fondamental dans notre psyché collective. Un désir qui transcende les époques et les cultures. Au niveau le plus évident, il exprime la soif de richesse matérielle, ce rêve universel d'abondance et de sécurité, dans un monde marqué par la rareté et l'incertitude. Mais à un niveau plus profond, Eldorado représente également la quête de sens, de transcendance, de contact avec quelque chose qui dépasse notre existence quotidienne limitée. Pour les peuples indigènes d'Amérique du Sud, l'or n'était pas simplement un métal précieux, mais un lien tangible avec le divin, un moyen de communiquer avec les forces cosmiques qui régissaient leur univers. Dans la cérémonie muisca de l'homme doré, le futur chef n'accumulait pas l'or pour lui-même, mais l'offrait aux divinités aquatiques, reconnaissant ainsi que la véritable richesse réside non pas dans la possession, mais dans la relation harmonieuse avec le monde naturel et spirituel. Cette vision contrastait fortement avec la conception européenne de l'or, comme symbole de pouvoir terrestre et de statut social, comme moyen d'échange abstrait pouvant être accumulé indéfiniment. Cette divergence fondamentale de valeurs se reflète dans les destins contrastés des chercheurs d'Eldorado. Ceux qui poursuivaient uniquement la richesse matérielle, comme les nombreux conquistadors qui périrent dans les jungles ou retournèrent ruinés en Europe, trouvèrent généralement la déception et la désillusion. En revanche, ceux qui, comme Alexander von Humboldt, abordèrent l'Amérique du Sud avec une curiosité plus large,
scientifiques, esthétiques, philosophiques, y découvrir des trésors d'un ordre différent, mais non moins précieux, de nouvelles espèces, végétales et animales, des phénomènes géologiques et météorologiques inédits, des perspectives culturelles qui remettaient en question les présupposés européens. Von Humboldt, qui explora l'Amérique du Sud au début du XIXe siècle, représente peut-être la transition parfaite entre l'ancienne quête d'Eldorado et une nouvelle approche plus holiste et respectueuse. Bien qu'il fût explicitement chargé par la couronne espagnole de rechercher des ressources minérales exploitables, dont l'or, sa curiosité intellectuelle le poussa bien au-delà de ce mandat étroit. Il grimpa des volcans, navigua sur des rivières inexplorées, collecta des milliers de spécimens botaniques, mesura avec précision l'altitude et la température en divers points, et surtout, il interagit avec les peuples indigènes non pas comme des sauvages à exploiter ou à convertir, mais comme des sources précieuses de connaissances locales. Les écrits de Humboldt, notamment son monumental Cosmos, tentative ambitieuse de synthétiser toutes les connaissances scientifiques de son époque, reflètent une vision du monde où tout est interconnecté, les phénomènes géologiques, climatiques, biologiques et culturels formant un réseau complexe de relations mutuelles. Cette perspective, remarquablement moderne dans son essence, résonne profondément avec les cosmologies indigènes d'Amérique du Sud, qui voyaient également le monde comme un tout unifié plutôt que comme une collection d'entités séparées. On pourrait dire que Humboldt, en abandonnant la recherche étroite d'Eldorado comme lieu géographique spécifique regorgeant d'or, découvrit un Eldorado plus authentique et plus précieux. La richesse incommensurable de la diversité naturelle et culturelle de l'Amérique du Sud. L'aube approche, teintant l'horizon oriental d'une lueur rose qui s'intensifie progressivement. Les étoiles pâlissent une à une, cédant la place à la lumière croissante du jour. Les oiseaux commencent leur concert matinal, d'abord par quelques notes isolées, puis par un crescendo de chants qui annonce le réveil du monde naturel. La brume s'élève des rivières et des zones humides, créant un paysage éthéré où les contours sont flous et les distances de trompeuses. C'est un moment de transition, de possibilité, où le monde semble se recréer à neuf, libéré temporairement du poids de l'histoire et des attentes humaines. Dans cette lumière nouvelle, nous pouvons considérer le mythe d'Eldorado non pas comme une simple erreur géographique ou une fantaisie née de l'avidité, mais comme une fenêtre sur les valeurs et les aspirations des cultures qui l'ont créé et transformé. Pour les Muiscas et autres peuples indigènes, l'or et sa symbolique solaire représentaient un lien avec le cosmos, une affirmation de la continuité entre le monde matériel et spirituel. Pour les conquistadors espagnols, Eldorado incarnait la promesse de richesse et de statut dans un système social rigide, où la naissance déterminait généralement le destin. Pour les explorateurs scientifiques comme Humboldt, la quête devint celle de la connaissance pour elle-même, une célébration de la diversité et de la complexité du monde naturel. Aujourd'hui, alors que l'humanité fait face à des défis sans précédent, changement climatique, perte de biodiversité, inégalités économiques croissantes, peut-être avons-nous besoin d'une nouvelle version d'Eldorado, un mythe inspirant qui puisse guider nos actions collectives vers un avenir plus durable et équitable. Ce nouvel Eldorado ne serait pas une cité d'or matérielle à conquérir et à exploiter, mais plutôt une vision de société harmonieuse où la richesse serait mesurée non pas en métaux précieux, mais en bien-être humain et en équilibre écologique. Les forêts amazoniennes, jadis perçues comme des obstacles terrifiants sur le chemin d'Eldorado, révèlent aujourd'hui leur véritable valeur en tant que poumon de la planète et réservoir d'une biodiversité inestimable. Les techniques agricoles des anciens peuples amazoniens, comme la création de terra preta, offrent des modèles potentiels pour une agriculture durable dans un climat changeant. Les cosmologies indigènes, avec leur accent sur l'interdépendance de tous les êtres vivants, résonnent avec les perspectives écologiques contemporaines qui remettent en question la séparation artificielle entre humain et nature. Dans cette optique, le véritable trésor d'Eldorado n'est peut-être pas enfoui dans quelques cités perdues au cœur de la jungle, mais dispersé tout autour de nous
dans la sagesse des cultures indigènes qui ont appris à vivre en harmonie avec leur environnement, dans la diversité stupéfiante des écosystèmes sud-américains, dans la capacité d'émerveillement et de curiosité qui pousse l'humanité à explorer non seulement des territoires physiques, mais aussi des horizons intellectuels et spirituels. Le soleil se lève complètement maintenant, illuminant un paysage d'une beauté à couper le souffle. Montagnes majestueuses, forêts luxuriantes, rivières sinueuses, tout baigné dans une lumière dorée qui rappelle le métal précieux au cœur du mythe. D'Eldorado. Les ombres s'allongent dans la direction opposée à celle du crépuscule, marquant le début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle journée remplie de possibilités. Les oiseaux volent en formation complexe contre le ciel bleu, leur plumage coloré captant la lumière comme des joyaux vivants. Le monde s'éveille à nouveau, éternel et pourtant toujours nouveau, familier et pourtant toujours capable de nous surprendre et de nous émerveiller. C'est peut-être là que réside la leçon ultime d'Eldorado. Non pas dans la quête désespérée d'un trésor spécifique et tangible, mais dans le voyage lui-même, dans l'ouverture à l'émerveillement et au mystère, dans la reconnaissance que la véritable richesse se trouve souvent là où nous l'attendons le moins. Comme les chercheurs d'Eldorado, qui tout en échouant à trouver leur cité d'or, découvrirent des paysages d'une beauté inimaginable et des cultures d'une richesse insoupçonnée, peut-être notre propre quête du bonheur et du sens nous mènera-t-elle vers des destinations que nous n'aurions jamais pu anticiper. Et ainsi, tandis que la lumière du jour inonde pleinement le paysage sud-américain, éclairant chaque feuille, chaque pierre, chaque goutte d'eau d'une clarté nouvelle, nous pouvons imaginer que quelque part, peut-être juste au-delà de l'horizon, visible, Eldorado existe toujours, non pas comme une cité physique d'or et de pierres précieuses, mais comme un symbole intemporel de cette aspiration humaine fondamentale à découvrir, à comprendre, à transcender les limites de notre existence quotidienne. Dans cette perspective, chaque explorateur, chaque scientifique, chaque artiste, chaque rêveur est un chercheur d'Eldorado, poursuivant une vision qui, même si elle n'est jamais pleinement réalisée, enrichit néanmoins notre voyage collectif à travers le temps et l'espace. La brume matinale s'est maintenant complètement dissipée, révélant les contours nets des montagnes lointaines contre le ciel d'un bleu intense. Les rivières scintillent sous la lumière directe du soleil, leurs eaux reflétant le monde autour d'elles en images tremblantes et fragmentées. Les forêts résonnent de vie, singes hurleurs annonçant leur territoire, perroquets aux couleurs vives, traversant les clairières en groupes bruyants, insectes bourdonnant autour des fleurs tropicales aux formes et aux teintes improbables. C'est un monde d'une richesse et d'une complexité infinie, un trésor vivant qui dépasse largement les rêves limités de richesse matérielle qui motivaient les premiers chercheurs d'Eldorado. Dans les villages indigènes disséminés à travers ce paysage majestueux, la vie continue selon des rythmes établis depuis des générations, adaptés au cycle naturel des saisons et aux particularités locales de l'environnement. Malgré les bouleversements catastrophiques causés par la conquête européenne, génocide, épidémies, déplacements forcés, destruction culturelle, de nombreuses communautés ont maintenu ou revitalisé des aspects essentiels de leur tradition, compris leurs relations spirituelles avec la terre et leurs pratiques de gestion durable des ressources. Ces connaissances écologiques traditionnelles, longtemps méprisées comme primitives ou superstitieuses par la science occidentale, sont aujourd'hui de plus en plus reconnues comme des contributions précieuses à notre compréhension collective des écosystèmes complexes et des moyens de les préserver. Pendant ce temps, dans les profondeurs de la forêt amazonienne, des sites archéologiques continuent d'être découverts, révélant l'existence de civilisations anciennes dont l'ampleur et la sophistication défient les présupposés européens traditionnels sur le Nouveau Monde comme un espace largement inhabité avant la conquête. Des géoglyphes massifs, visibles uniquement depuis les airs, des réseaux de routes et de canaux s'étendant sur des centaines de kilomètres, des zones de terra preta couvrant des milliers d'hectares, autant de témoignages d'une présence humaine
anciennes, nombreuses et organisées. Ces découvertes suggèrent que l'Amazonie, loin d'être une nature sauvage primordiale, est en grande partie un paysage culturel, façonné par l'intervention humaine pendant des millénaires d'une manière qui améliora, plutôt que dégrada sa biodiversité. Ces révélations ont des implications profondes non seulement pour notre compréhension du passé, mais aussi pour notre vision de l'avenir. Elles suggèrent que l'opposition supposée entre conservation environnementale et présence humaine n'est pas inévitable, qu'il est possible, du moins en principe, pour les humains de vivre en relation symbiotique plutôt que parasitique avec leur environnement. Les techniques agricoles qui enrichissent les sols au lieu de les épuiser, les pratiques forestières qui augmentent la biodiversité au lieu de la réduire, les systèmes sociaux qui valorisent l'équilibre écologique plutôt que l'accumulation illimitée. Tout cela existe non pas comme des utopies théoriques, mais comme des réalités historiques documentées, des modèles potentiels pour un avenir plus durable. Ainsi, paradoxalement, la quête d'Eldorado, née de la cupidité et de l'incompréhension culturelle, pourrait finalement nous conduire vers une forme de richesse beaucoup plus authentique et durable que celle envisagée par les conquistadors. Non pas des montagnes d'or à piller et à exporter, mais un trésor de connaissances écologiques et de sagesse culturelle. Non pas une cité mythique à conquérir, mais un réseau complexe de relations entre humains et non-humains à comprendre et à respecter. Non pas une fortune individuelle à amasser, mais un patrimoine collectif à préserver pour les générations futures. Le soleil est maintenant haut dans le ciel, illuminant chaque recoin du paysage d'une clarté impitoyable qui ne laisse aucune place aux ombres ou aux ambiguïtés. C'est l'heure de la vérité, où les illusions se dissipent et la réalité se révèle dans toute sa complexité. Pourtant, même dans cette lumière crue, quelque chose du mystère d'Eldorado persiste, non pas comme une tromperie ou une erreur, mais comme un rappel de cette capacité uniquement humaine à rêver au-delà de l'immédiat, à imaginer des possibilités qui transcendent les limites du présent, à chercher non seulement ce qui est, mais ce qui pourrait être. Car en fin de compte, peut-être que la véritable signification d'Eldorado réside précisément dans son caractère insaisissable, dans le fait qu'il recule toujours au-delà de l'horizon à mesure que nous avançons. Comme l'horizon lui-même, il n'est pas une destination à atteindre, mais une ligne qui définit notre vision, qui nous pousse à continuer notre voyage même lorsque le chemin devient difficile, qui nous rappelle que chaque arrivée n'est qu'un nouveau départ déguisé. Dans cette perspective, Eldorado n'est pas une illusion à dissiper, mais un mythe au sens le plus noble du terme. Une histoire qui, tout en n'étant pas littéralement vraie, exprime néanmoins des vérités profondes sur la condition humaine et notre place dans le cosmos. Et ainsi, tandis que le jour progresse vers son apogée, nous laissons Eldorado là où il a toujours été, non pas sur une carte physique ou dans un lieu géographique spécifique, mais dans cet espace intermédiaire entre le réel et l'imaginaire, entre ce que nous savons et ce que nous espérons, entre ce que nous sommes et ce que nous aspirons à devenir. Comme les premiers rayons de l'aube ou les dernières lueurs du crépuscule, il existe dans ces moments de transition où tout semble possible, où le monde est imprégné de mystères et de promesses, où chaque chemin mène vers l'inconnu. Le vent se lève, faisant onduler les hautes herbes des llanos comme des vagues sur un océan doré. Les nuages projettent des ombres mouvantes qui parcourent le paysage, transformant constamment sa texture et son apparence. Une volée d'oiseaux s'élève soudainement d'un bouquet d'arbres lointains, leurs silhouettes minuscules dessinant des motifs complexes contre le ciel bleu avant de disparaître à l'horizon. Quelque part, au-delà de cet horizon, Eldorado attend, non pas comme un lieu à atteindre, mais comme une invitation perpétuelle au voyage, à la découverte, à l'émerveillement face au mystère infini du monde et de notre place en son sein. Et dans ce voyage sans fin, dans cette quête éternelle qui définit peut-être l'essence même de l'humanité, nous trouvons finalement non pas l'or que nous pensions chercher, mais quelque chose de bien plus précieux, la richesse inépuisable de l'expérience elle-même, la joie de la découverte, la beauté du mystère,
la promesse toujours renouvelée de l'aube qui succède à chaque nuit, de l'horizon qui s'ouvre au-delà de chaque sommet atteint. C'est peut-être là le véritable trésor d'Eldorado. Non pas une destination, mais un chemin, non pas une possession, mais une perspective, non pas un lieu, mais une façon d'être dans le monde. Dans cette lumière, les chercheurs d'Eldorado, depuis les conquistadors avides jusqu'aux scientifiques contemporains, en passant par les poètes, les artistes et les rêveurs de toutes époques, ne poursuivaient peut-être pas des quêtes aussi différentes qu'il y paraît. Chacun à sa manière, avec les outils et les concepts disponibles dans son contexte historique et culturel, cherchait à donner un sens à l'existence humaine, à trouver sa place dans un univers vaste et souvent déconcertant, à toucher quelque chose qui transcende les limites étroites de notre mortalité individuelle. Ainsi, alors que la journée progresse vers son déclin inévitable, que les ombres s'allongent à nouveau dans la direction opposée à celle du matin, que le soleil descend progressivement vers l'horizon occidental dans une gloire de rouge et d'or, nous pouvons imaginer que quelque part, dans une clairière de la jungle ou sur les rives d'un lac sacré, dans les hauteurs brumeuses des Andes ou dans les vastes étendues des Llanos, le cycle d'Eldorado continue. L'homme doré fait son offrande, les trésors descendent dans les profondeurs. Le mythe se perpétue, se transforme et renaît, éternel comme le soleil lui-même dont il tire son éclat doré. Et dans le crépuscule qui s'approche, tandis que les premiers contours des étoiles commencent à apparaître dans le ciel qui s'assombrit, peut-être pouvons-nous apercevoir l'espace d'un instant fugitif, le reflet lointain d'une cité d'or, brillant à la frontière entre le jour et la nuit, entre le connu et l'inconnu, entre la réalité et le rêve, non pas comme une illusion à poursuivre désespérément, mais comme un rappel que le véritable trésor réside dans le voyage lui-même, dans la quête perpétuelle qui définit notre humanité commune. Ainsi s'achève notre exploration du mythe d'Eldorado. Non pas avec une conclusion définitive ou une localisation précise sur une carte, mais avec une invitation à continuer le voyage, à garder l'esprit ouvert aux merveilles et aux mystères qui nous entourent, à chercher l'or véritable qui ne se trouve pas dans les rivières ou les montagnes, mais dans la richesse de l'expérience humaine et la profondeur de notre connexion avec le monde naturel. La nuit enveloppe à nouveau les terres d'Amérique du Sud dans son manteau d'obscurité veloutée. Les étoiles apparaissent une à une, formant des constellations qui guidaient autrefois les navigateurs et inspiraient les mythologies des peuples anciens. La Voie lactée s'étire comme un fleuve céleste au-dessus de la canopée, ces millions d'étoiles créant un pont lumineux entre l'horizon nord et sud. Dans les villages indigènes, les anciens racontent encore des histoires transmises depuis d'innombrables générations. Récits d'origine, de héros culturels, de transformations cosmiques et de lieux sacrés où le monde des esprits touche le monde matériel. Ces histoires, comme celle d'Eldorado, ne sont pas de simples divertissements ou des explications naïves de phénomènes naturels. Elles sont des véhicules de sagesse accumulés, des cartes cognitives qui aident à naviguer non seulement dans l'espace physique, mais aussi dans le paysage social et spirituel. Elles encodent des connaissances écologiques précises, des principes éthiques, des structures sociales, des relations avec le non-humain. Elles créent un cadre de sens dans lequel l'existence humaine, malgré sa brièveté et sa fragilité, peut trouver une signification et une direction. Dans cette perspective, le mythe d'Eldorado prend sa place dans une constellation plus large de récits qui ont façonné notre compréhension collective du monde et de notre place en son sein. Comme les mythes grecs d'Icare ou de Prométhée, comme la quête du Graal dans la tradition européenne médiévale, comme les épopées sanskrites du Mahabharata ou les récits aborigènes du temps du rêve, ils touchent à quelque chose de profondément universel, tout en étant ancrés dans un contexte culturel et historique spécifique. Les feux de camp s'éteignent progressivement dans les villages dispersés à travers le continent, laissant place à une obscurité presque complète, ponctuée seulement par le scintillement des étoiles et la lueur occasionnelle des lucioles. Le silence s'installe, interrompu seulement par les sons nocturnes de la forêt, le ululement distant d'un hibou,
le bourdonnement constant des insectes, le bruissement des feuilles sous les pas d'animaux invisibles. C'est l'heure où les frontières entre les mondes semblent s'amincir, où les rêves et la réalité s'entremêlent, où l'imagination peut vagabonder librement à travers le temps et l'espace. Dans ce moment de quiétude et de contemplation, nous pouvons réfléchir à la manière dont le mythe d'Eldorado continue de résonner dans notre monde contemporain. Car si les conquistadors et les explorateurs du passé cherchaient une cité d'or littérale, nous poursuivons aujourd'hui nos propres Eldorados, qu'il s'agisse de la richesse matérielle, de la reconnaissance sociale, de l'accomplissement professionnel ou de formes plus subtiles de transcendance spirituelle ou intellectuelle. La forme change, mais le désir fondamental demeure, cette aspiration à quelque chose qui dépasse notre condition actuelle, qui donne sens et direction à notre existence éphémère. La technologie moderne nous a permis d'explorer des royaumes que les conquistadors n'auraient jamais pu imaginer. Les profondeurs des océans, les confins du système solaire, les mystères de l'infiniment petit dans le monde quantique. Pourtant, malgré ces avancées spectaculaires, quelque chose de l'esprit d'Eldorado persiste. Cette sensation que le trésor ultime, la réponse définitive, se trouve toujours juste au-delà de notre portée, nous attirant toujours plus loin dans l'inconnu. Peut-être est-ce précisément dans cette tension créative, dans cet espace entre ce que nous savons et ce que nous cherchons à connaître, que réside la véritable valeur du mythe d'Eldorado. Non pas comme une destination à atteindre, mais comme un horizon qui nous pousse constamment à dépasser nos limites, à remettre en question nos certitudes, à imaginer des possibilités qui transcendent notre réalité immédiate. Dans cette optique, chaque génération crée son propre Eldorado, projetant ses espoirs et ses craintes, ses valeurs et ses aspirations, sur cet écran doré qui brille toujours au-delà de l'horizon visible. Les premières lueurs de l'aube commencèrent à teinter le ciel oriental, annonçant le début d'un nouveau cycle. Les étoiles pâlissent progressivement, cédant la place à la lumière croissante du jour. La rosée matinale s'accroche aux feuilles et aux toiles d'araignée, transformant le paysage en une constellation de diamants liquides qui captent et décomposent la lumière en fragments d'arc-en-ciel. Les oiseaux entament leur concert matinal, d'abord par quelques notes isolées, puis par un crescendo de chants qui célèbre la victoire quotidienne de la lumière sur l'obscurité. Dans cette aube nouvelle, peut-être pouvons-nous envisager une version renouvelée du mythe d'Eldorado, non plus basée sur l'extraction et l'exploitation, mais sur la préservation et la régénération, non plus motivée par la cupidité individuelle, mais par la reconnaissance de notre interdépendance fondamentale avec toutes les formes de vie, non plus obsédée par un métal brillant, mais sans valeur intrinsèque, mais attentive aux véritables trésors que sont la biodiversité, la stabilité climatique, la justice sociale, la diversité culturelle. Ce nouvel Eldorado ne serait pas un lieu à conquérir, mais un processus à cultiver, non pas une richesse à accumuler, mais une relation à approfondir, non pas un trésor caché à découvrir, mais une réalité à co-créer consciemment. Il s'agirait non pas de trouver une cité d'or préexistante, mais de construire ensemble des communautés et des sociétés qui incarnent nos valeurs les plus élevées et nos aspirations les plus nobles, des lieux où la prospérité est mesurée non pas en termes d'accumulation matérielle, mais de bien-être holistique, où le succès est défini non pas par la domination sur les autres, mais par la contribution au bien commun. Le soleil émerge complètement au-dessus de l'horizon, inondant le paysage de lumière dorée. Les ombres s'allongent vers l'ouest, marquant le début d'une nouvelle journée pleine de possibilités. Dans cette clarté matinale, les contours d'Eldorado semblent se dissoudre, révélant non pas l'illusion qu'il a toujours été, mais la vérité plus profonde qu'il a toujours symbolisée, cette quête éternelle qui définit notre humanité. Cette capacité à rêver au-delà du donné, à imaginer des mondes alternatifs, à poursuivre des idéaux qui nous élèvent au-dessus des limitations de notre existence quotidienne. Et ainsi, tandis que le soleil poursuit sa course éternelle à travers le ciel, nous terminons notre exploration du mythe d'Eldorado, non pas avec des réponses définitives, mais avec des questions renouvelées,
non pas avec des certitudes, mais avec des possibilités, non pas avec une conclusion fermée, mais avec une ouverture vers de nouveaux horizons de compréhension et d'émerveillement. Car en fin de compte, peut-être que la véritable signification d'Eldorado réside précisément dans son caractère insaisissable. Un rappel constant que le voyage importe plus que la destination, que la quête elle-même est le véritable trésor. Dans les forêts et les montagnes, les plaines et les rivières d'Amérique du Sud, la vie continue son flux incessant, indifférente aux rêves et aux désillusions des chercheurs d'or venus et disparus. Les jaguars se glissent silencieusement à travers la végétation dense. Les condors planent majestueusement au-dessus des pics andins. Les anacondas se déroulent paresseusement dans les eaux tièdes des marécages. Ce monde sauvage et magnifique, qui a inspiré tant de mythes et de légendes, poursuit son existence selon des rythmes anciens qui transcendent largement l'échelle temporelle humaine. Et pourtant, dans cette vaste tapisserie de vie, l'empreinte humaine est de plus en plus visible. Des cicatrices de déforestation, des rivières contaminées par le mercure utilisé dans l'extraction aurifère moderne, des espèces poussées au bord de l'extinction par la chasse excessive et la destruction de l'habitat. L'ironie est palpable dans notre quête contemporaine d'un Eldorado de croissance économique illimitée et d'accumulation matérielle. Nous risquons de détruire les véritables trésors qui nous entourent. La stabilité climatique, la biodiversité, la pureté de l'air et de l'eau, la beauté naturelle qui nourrit l'âme humaine. Face à ces défis, le mythe d'Eldorado nous offre peut-être une dernière leçon précieuse, un avertissement contre les dangers de l'obsession, de la poursuite aveugle d'un objectif unique au détriment de tout le reste. Les conquistadors, dans leur fixation sur l'or, sont souvent passés à côté des véritables merveilles qui les entouraient, la diversité stupéfiante des écosystèmes amazoniens, la sophistication des cultures indigènes, la beauté sublime des paysages andins. De même, notre société moderne, dans sa fixation sur la croissance économique et l'accumulation matérielle, risque de sacrifier les fondements mêmes de notre bien-être à long terme sur l'autel d'un gain à court terme. Mais le mythe offre aussi une inspiration, un rappel de cette capacité uniquement humaine à rêver grand, à imaginer des possibilités au-delà du statu quo, à poursuivre des idéaux qui semblent initialement hors d'atteinte. Car si l'Eldorado des conquistadors était une chimère née de l'incompréhension et de la cupidité, d'autres Eldorados plus nobles peuvent nous guider vers un avenir meilleur. La vision d'une société juste et équitable, d'une relation harmonieuse avec le monde naturel, d'une existence humaine qui honore à la fois notre interdépendance fondamentale et notre créativité unique. Le jour est maintenant pleinement installé, dissipant les dernières brumes matinales. La chaleur commence à monter, créant des courants ascendants où les oiseaux de proie tournoient paresseusement, leurs yeux perçants scrutant le sol à la recherche du moindre mouvement. Les fleurs tropicales s'ouvrent complètement, libérant leurs parfums enivrants et attirant une multitude de pollinisateurs, abeilles, papillons, colibris, dans une danse aérienne d'une complexité et d'une beauté hypnotique. La vie poursuit son cours immémorial, indifférente aux préoccupations humaines et pourtant profondément interconnectée avec notre destin collectif. Dans ce flux constant de vie et de mort, de création et de destruction, d'émergence et de dissolution, nous trouvons peut-être la vérité ultime que le mythe d'Eldorado a toujours tenté d'exprimer. Cette intuition que derrière l'apparente multiplicité et séparation du monde phénoménal se cache une unité fondamentale, une interconnexion essentielle qui transcende nos catégories et nos divisions artificielles. L'or qui fascinait tant les conquistadors n'était après tout qu'un élément parmi d'innombrables autres dans la table périodique, un arrangement particulier d'atomes qui ne diffère des autres que par sa configuration électronique. Sa valeur n'était pas intrinsèque, mais attribuée, un consensus social plutôt qu'une réalité objective. De même, la division que nous percevons souvent entre nature et culture, entre humain et non-humain, entre matériel et spirituel, pourrait n'être qu'un artefact de notre perspective limitée. Une simplification pratique plutôt qu'une vérité
fondamentale. Dans les cosmologies indigènes d'Amérique du Sud, ces distinctions sont souvent beaucoup plus fluides. Les humains peuvent se transformer en animaux, les animaux en esprits, les esprits en phénomènes naturels, dans un cycle continu d'interrelation et de métamorphose. Cette vision du monde, loin d'être une superstition primitive, comme l'ont longtemps supposé les Européens, offre peut-être une perspective plus nuancée et plus précise sur la complexité des systèmes vivants que l'approche réductionniste et mécaniste qui a dominé la pensée occidentale moderne. Alors que le soleil atteint son zénith, baignant le paysage d'une lumière verticale qui minimise les ombres et révèle chaque détail avec une clarté impitoyable, nous pouvons peut-être entrevoir une compréhension plus profonde du mythe d'Eldorado, non pas comme une erreur géographique ou une fantaisie née de l'avidité, mais comme une expression symbolique de cette quête universelle de transcendance, de cette intuition persistante qu'au-delà de notre réalité immédiate existe quelque chose de plus grand, de plus fondamental, de plus vrai. Dans cette lumière, la Cité d'Or devient non pas un lieu physique à localiser sur une carte, mais une métaphore de cette réalité ultime que les mystiques de toute tradition ont tenté de décrire. Le Tao des philosophes chinois, le Brahman des Sarfatistes, Upanishad hindou, le royaume des cieux des évangiles chrétiens, l'illumination des bouddhistes. Comme ces concepts, Eldorado pointe vers quelque chose qui transcende le langage et la conceptualisation ordinaire, quelque chose qui peut être approché, mais jamais pleinement capturé, quelque chose qui se dérobe précisément au moment où l'on pense l'avoir saisi. Et peut-être est-ce là la leçon finale d'Eldorado, que le véritable trésor n'est pas l'or qui peut être possédé, accumulé, volé ou perdu, mais cette capacité uniquement humaine à créer et à trouver du sens, à tisser des récits qui relient le passé, le présent et le futur en un tout cohérent, à imaginer des possibilités qui transcendent les limitations du moment présent. Dans cette perspective, chaque conte raconté autour d'un feu de camp, chaque poème écrit à la lueur d'une bougie, chaque théorie scientifique élaborée dans un laboratoire, chaque œuvre d'art créée dans un studio, est une facette de cette quête continue, de cette recherche d'Eldorado, qui définit peut-être l'essence même de notre humanité. Le jour commence maintenant à décliner, le soleil entamant sa descente vers l'horizon occidental. Les ombres s'allongent à nouveau, mais dans la direction opposée à celle du matin, créant un paysage transformé où des détails auparavant invisibles émergent soudain en relief. La chaleur diminue progressivement, permettant aux créatures qui se sont abritées pendant les heures les plus chaudes de reprendre leur activité. Une brise légère se lève, faisant bruisser les feuilles et apportant un soulagement bienvenu après la torpeur de midi. Dans cette lumière adoucie du jour déclinant, le paysage prend une qualité presque surréelle, les couleurs s'intensifiant momentanément avant de s'atténuer dans les tons plus doux du crépuscule. C'est l'heure où les frontières entre les choses semblent s'estomper, où les distinctions nettes du plein jour cèdent la place à une perception plus fluide et plus intuitive. C'est peut-être dans ces moments intermédiaires, ni jour ni nuit, ni éveil, ni sommeil, que nous sommes le plus réceptifs aux vérités qui se cachent derrière les apparences, aux connexions subtiles qui tissent ensemble les fils apparemment disparates de l'existence. Alors que le soleil touche l'horizon, embrasant le ciel occidental dans une symphonie spectaculaire d'orange, de rose et de violet, nous achevons notre exploration du mythe d'Eldorado. Non pas avec une conclusion définitive ou une localisation précise, mais avec une appréciation renouvelée de sa richesse symbolique, de sa résonance persistante à travers les siècles, de sa capacité à évoquer cette quête fondamentale qui semble intrinsèque à la condition humaine. Car en fin de compte, peut-être que chacun de nous porte en soi un Eldorado. Non pas une cité d'or matérielle, mais un royaume intérieur de possibilités infinies, un espace de créativité et d'imagination où nous pouvons transcender les limitations d'eux. Notre existence quotidienne est touchée, ne serait-ce que momentanément, quelque chose qui dépasse notre individualité isolée.
Et peut-être que le véritable voyage de découverte consiste non pas à chercher de nouveaux paysages, mais à regarder avec des yeux neufs, à percevoir le monde familier avec un émerveillement renouvelé, à reconnaître que le trésor que nous cherchons, si désespérément a été là tout au long, attendant simplement que nous développions la sagesse nécessaire pour le voir. Tandis que les derniers rayons du soleil disparaissent sous l'horizon, plongeant le paysage dans la pénombre croissante du crépuscule, nous laissons Eldorado, là où il a toujours été et où il sera toujours. Non pas sur une carte ou dans un lieu géographique spécifique, mais dans cet espace créatif entre le réel et l'imaginaire, entre ce que nous sommes et ce que nous aspirons à devenir, entre le monde tel qu'il est et le monde tel qu'il pourrait être. Et dans cet espace intermédiaire, dans cette tension créative entre actualité et possibilité, réside peut-être la véritable magie de l'existence humaine, notre capacité à rêver d'or, alors même que nos pieds foulent la terre, notre capacité à imaginer la perfection au milieu de l'imperfection, notre capacité à poursuivre l'horizon même en sachant qu'il reculera toujours devant nous. Les premières étoiles apparaissent dans le ciel assombri, d'abord les plus brillantes, puis progressivement les plus faibles, jusqu'à ce que la voûte céleste soit à nouveau parsemée de points lumineux qui ont guidé les voyageurs depuis la nuit des temps. La boucle est bouclée, le cycle complet, mais chaque révolution nous trouve légèrement changés, légèrement plus sages peut-être, légèrement plus conscients de la beauté et du mystère qui nous entoure de toutes parts. Et quelque part, dans la vaste étendue de l'Amérique du Sud, sous ce même ciel étoilé, peut-être qu'un enfant regarde vers le haut et se demande ce qui se trouve au-delà de ces points lumineux. Peut-être qu'un conteur commence une histoire qui commence par « Il était une fois ». Peut-être qu'un chercheur observe un phénomène qui défie les explications actuelles. Et ainsi le cycle continue, la quête persiste. Eldorado brille toujours d'un éclat doré juste au-delà de l'horizon, nous appelant vers l'avant, vers l'inconnu, vers le mystère sans fin de l'existence.